On va s'intéresser à la décarbonation dans le domaine de la santé avec mon invitée Marie-Caroline Bugliati, avocate chez EY, société d'avocats. Marie-Caroline, bonjour. Bonjour Arnaud, merci beaucoup de me recevoir. Donc on va parler de la décarbonation dans le secteur de la santé. On va explorer ensemble les enjeux de cette décarbonation, mais tout d'abord, on va s'intéresser en quoi ce secteur justement est concerné par cette décarbonation. Alors le secteur de la santé, c'est un secteur qui est particulièrement concerné par les enjeux liés à la décarbonation. Pourquoi ? Premièrement, donc, comme toutes les entreprises du secteur, hein, ce sont des entreprises qui sont concernées par leurs émissions de gaz à effet de serre. Et la santé a un aspect particulier, c'est qu'en fait, elle est censée soigner. Et donc, par cela, elle est responsable et elle va être précurseur, et on l'a vu avec la crise du Covid-19, elle est précurseur pour anticiper les épidémies, développer de nouveaux médicaments, anticiper par exemple l'arrivée de nouvelles maladies qui peuvent être liées au dérèglement climatique. Et donc pour cela, la santé, elle a une double facette. Elle est particulièrement concernée par les enjeux des émissions de gaz à effet de serre. Alors, d'après le Shift Project, hein, le secteur représente 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. Par rapport à d'autres secteurs, par exemple l'industrie agroalimentaire, ça paraît moins. Mais il y a une particularité sur le secteur de la santé, c'est qu'en fait, il y a une sorte de ce que certains appellent le pacte social, c'est-à-dire que le secteur de la santé, les laboratoires pharmaceutiques, les fabricants de dispositifs médicaux doivent quelque chose à la population. Il y a un sentiment, pas de redevabilité, mais de soigner et donc de prévenir l'arrivée de maladies et donc d'être particulièrement vigilant à tout ce qui est pollution de l'air, pollution des sols, pollution de l'eau, biodiversité et dérèglement climatique. Donc, en fait, la décarbonation, elle s'inscrit presque dans quelque chose de plus grand qui est l'environnement, la biodiversité, le dérèglement climatique. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on vise avec CS3D. Alors, ce qui est intéressant sur la décarbonation dans le secteur de la santé, c'est d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre. D'après le LEM, qui est le syndicat des laboratoires pharmaceutiques, ce serait surtout achat de médicaments et de dispositifs médicaux. D'accord. Et en particulier, ce serait la distribution et le transport, notamment, et on en reparlera, parce que la production en fait se fait souvent en Inde, la production de matières premières, de principes actifs se fait souvent en Inde ou en Chine, mais également la fabrication en tant que telle, puisque vous allez utiliser des produits chimiques, que vous allez devoir gérer vos déchets. Voilà. Donc on comprend avec ces chiffres que la décarbonation est vraiment un impératif stratégique. Concrètement, pourquoi la décarbonation est fondamentale pour le secteur de la santé ? Alors, elle est fondamentale parce qu'aujourd'hui, on met vraiment l'accent sur ces points-là. D'un point de vue, par exemple, des investisseurs, les investisseurs vont regarder en fait si des entreprises sont durables ou pas. C'est pas forcément un sujet. La durabilité, c'est pas forcément le sujet qui est le plus regardé en premier, puisque bien sûr, on parle beaucoup des moyens. Exactement. On parle beaucoup des moyens, mais c'est un sujet long terme qui peut être regardé dans le cadre de partenariats long terme ou dans le cadre d'investissements, d'achats, d'acquisition d'entreprises. Alors, ça va être, c'est le cas, hein, nous, ce qu'on fait, c'est dans le cadre de due diligence. En fait, on regarde l'état de maturité de l'entreprise, l'état de conformité de l'entreprise par rapport à la réglementation applicable. Et ça, c'est des points qui sont souvent demandés par les acquéreurs. Il y a aussi un point très important, c'est la responsabilité des dirigeants. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreuses réglementations qui sont entrées en vigueur dans les dernières années, qui vont certainement, et d'ailleurs qui sont en cours de préparation et qui vont certainement entrer en vigueur. Et la responsabilité des dirigeants peut à cette occasion être encourue, d'où l'importance en fait au COMEX d'avoir une attention et une oreille particulière pour toute la direction RSE, et la direction juridique doit s'emparer de ces sujets parce que ce sont des sujets qui sont prioritaires et qui sont clés
pour l'entreprise de demain. Alors, oui. Il y a un dernier sujet, si je puis me permettre, pour lequel c'est fondamental. Aujourd'hui, on parle beaucoup des marchés publics, en particulier de l'AP-HP. En fait, l'AP-HP a mis en place, ou est en train de mettre en place, un outil qui permet d'évaluer l'impact carbone des médicaments. Et donc, demain, l'AP-HP, dans le cadre de marchés publics, par exemple, peut se dire, on va sélectionner tel ou tel laboratoire parce que les médicaments qu'ils produisent, parce que tel ou tel médicament est plus vertueux d'un point de vue Alors ça, c'est un indicateur important et c'est un levier de décarbonation. Est-ce qu'il y en a d'autres ? C'est un lieu d'équilibre. Il y en a d'autres. Alors, par exemple, c'est la Banque de France qui a mis en place un outil, en fait, qui permet alors, c'est à la discrétion de l'entreprise, mais qui permet de noter, c'est un indicateur climat. Et donc, en fait, vous pouvez publier votre indicateur climat. Et c'est un outil qui peut être regardé non seulement par vos investisseurs, mais également par vos partenaires. Donc, dans le cadre de contrats, demain, si je signe un contrat, même en tant que fournisseur de services, si je suis choisi par un fournisseur de services, par un client, par un fournisseur, je peux, en fait, cette personne-là peut regarder un peu comme le Nutri-Score avec les aliments. En fait. Pour les produits de consommation. C'est une forme de notation des entreprises, oui. D'accord, donc ça c'est un aspect important et un levier pour décarboner. Quelles sont les perspectives ? Comment vous voyez le développement ? Est-ce que justement l'écosystème va s'emparer de ces outils pour décarboner ? Alors l'écosystème a déjà commencé à s'en emparer et ça c'est bien, notamment parce qu'il y a une réglementation en fait qui force les entreprises. On le voit cette année en fait avec CSRD, on va le voir dans les prochaines. Donc CSRD, pour le contexte, CSRD c'est la directive qui en fait impose un reporting extra-financier et qui notamment va évaluer l'impact de votre entreprise sur l'environnement et inversement de l'environnement sur votre entreprise. Et donc là on a les premiers rapports qui ont été remis, mais on a également d'autres réglementations. Donc on a CS 3D qui est déjà entré en vigueur et qui va être dans les prochaines années vraiment mise en place. Donc là on a une véritable c'est pas simple parce que en fait il y a un contexte réglementaire qui est assez contraignant. Exactement, et ça nous ramène à ce que je disais au début, c'est que le secteur de la santé est très internationalisé parce que vous avez la fabrication de matières premières, de principes actifs qui ne sont pas toujours en France parce que ce sont des denrées qu'on ne trouve pas en France, qui ne sont pas produites en France et c'est historique. Et donc là, tout ce qui est CS3D va avoir un véritable impact parce que ces entreprises-là sont confrontées à des enjeux internationaux, parce que les entreprises qui fabriquent des matières premières en Inde ne sont pas elles-mêmes soumises à la même réglementation. Et d'où l'importance d'impliquer la direction juridique, parce qu'il va falloir revoir éventuellement certains contrats, revoir certaines clauses dans les contrats, et ça voire même en fait négocier autrement, modifier ses fournisseurs, et ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte, et d'où l'importance d'impliquer en fait la direction juridique dans ces négociations. Alors après. Ouais, allez-y. Et dernière chose pour conclure, comment justement vous accompagnez les directions juridiques en leur indiquant justement ces bonnes pratiques, c'est ça ? Exactement. Alors nous, on leur indique ces bonnes pratiques, on les prévient sur la réglementation applicable, la réglementation en cours, la réglementation à venir. Pour les entreprises, pour les laboratoires pharmaceutiques et les fabricants de dispositifs médicaux qu'on connaît bien, on leur indique si tel ou tel produit qu'ils ont dans leur portefeuille peut être visé par une réglementation particulière. D'accord. Je donne un petit exemple, si je puis me permettre. Et on finira là-dessus. Ouais, c'est la réglementation sur les effets sur les gaz à effet de serre fluorés, pardon. En fait, vous avez des produits qui sont eux-mêmes directement visés, par exemple les inhalateurs comme la ventoline ou alors aussi les anesthésiants. Et par exemple, le desflurane a été interdit totalement de commercialisation. Donc ça peut viser des produits très spécifiques et parfois, les entreprises ne le savent pas en réalité. On va finir là-dessus. Merci Marie-Caroline Belletti. Merci Arnaud. Je rappelle que vous êtes avocate au sein de EY, Société d'avocats. Merci beaucoup. Tout de suite, on poursuit l'émission. On va parler de la réforme de l'action de groupe.